Bonjour, donc on va continuer ce cours et après avoir vu tout ce qui est transformation pour les composantes de la position, de la vitesse et de l'accélération, on va continuer aujourd'hui avec une nouvelle notion qui est les quadrivecteurs. Bon, je pense que vous avez vu un peu une petite notion de quadrivecteur l'année dernière, mais on va voir ça avec un peu plus de détails. Bon, les quadrivecteurs, donc comme leur nom indique, ce sont des vecteurs. Mais ils sont dans cet espace-temps que nous avons trouvé qui a 4 dimensions. Bon, classiquement, dans un espace classique, dans un espace euclidien, c'est-à-dire en 3 dimensions, le vecteur est défini comme étant une distance entre 2 points, c'est-à-dire une ligne droite entre 2 points, bien sûr qui est définie par une direction et un sens. Donc il y a un sens qui définit une certaine direction pour ce vecteur. Et ce vecteur, comme vous le savez, il a donc des composantes x, y, z, donc 3 composantes sur les 3 axes de coordonnées dans un espace 3D. Bon, on va un peu maintenant changer de notation. Au lieu d'écrire les coordonnées comme x, y et z, on va changer de notation et désigner aux coordonnées des lettres x avec un indice i. C'est-à-dire, au lieu de mettre x, on met x avec indice 1, le y devient un x avec un indice 2, le z, c'est un x avec un indice 3. Ça, le 1, 2 et 3, ce ne sont pas des puissances, faites attention, c'est des indices. Et pourquoi on met l'indice en haut au lieu de le mettre en bas? Ça, on va le voir dans les séances suivantes quand je vais expliquer la différence entre composantes covariantes et contravariantes. Bon, je laisse ça pour le chapitre suivant, ou bien pour la fin de ce chapitre. Bon, donc nous allons admettre cette notation, c'est-à-dire des x avec des indices 1, 2, 3 pour l'espace euclidien 3D. Bon, en passant à l'espace-temps, vous savez qu'il y a une 4e composante qui est, le temps. Le temps qui est la 4e composante. Donc, il y a une 3e composante qui s'ajoute. On a une 4e composante. Donc, au lieu d'avoir x, y, z, maintenant on a x, y, z et t. T, c'est-à-dire, c'est l'axe temps. Ou bien, c'est le ICT comme une composante imaginaire. Pourquoi on met ICT? Je vous rappelle, pour lui donner une dimension d'espace. Parce que CT devient une dimension d'espace et pas de temps. Pour avoir 4 axes qui ont une dimension de longueur d'espace, et pas 3 axes longueur et un axe en dimension temps. On ne peut pas former un repère avec des axes qui ont des dimensions différentes. Donc, x, y, z, ce sont des longueurs. T, quand on dit l'axe du temps T, c'est-à-dire l'axe qui a une dimension C fois T. Donc, c'est une dimension qui est en mètres, donc il a une dimension d'une longueur. Mais en notation, on l'appelle l'axe du temps T. Bon, la notation standard, c'est de mettre x avec un indice mu. C'est-à-dire, on commence par t, x, y, z. Ce mu, il va de 0 à 3. Donc, dans ce cas, t, il a un indice 0. C'est x0. Parce que historiquement, x avait toujours elle était toujours numérotée comme la composante numéro 1, et Y2 et Z3. Donc, si on doit commencer par l'axe T, donc on a choisi de lui donner le numéro 0. C'est la notation standard
utilisé par la majorité des références de théorie du champ classique. Donc, les composantes d'un quadrivecteur, ils deviennent x0, qui est l'axe du temps, x1, qui est le x classique, x2, qui est le y classique, et x3, qui est le z classique. Bon, il existe quelques anciennes références qui donnent au temps le numéro 4, c'est-à-dire mu qui va de 1 à 4, et dans ce cas, les composantes deviennent x1, x2, x3 pour x, y, z, et x4 devient la composante temps. Mais dans ce cours, je vais utiliser toujours la notation standard, donc qui commence par x0, x1, x2, x3. Et d'ailleurs, c'est la notation qui est utilisée par presque tout le monde maintenant, sauf à l'exception de quelques anciennes références. Bon, dans ce cas, si on revient au temps propre, bon, le temps propre, on l'appelle le temps propre, mais en fait, c'est le carré du temps. Donc, le carré du temps propre, ou simplement le temps propre, ce taux carré, qui était t carré moins x carré. Bon, t carré, donc le t, c'est x0, donc c'est x0 au carré, moins x carré, donc c'est moins x1 carré. Et si vous prenez tout l'espace avec toutes les coordonnées, donc c'est moins x1 au carré, moins x2 au carré, moins x3 au carré. Donc le x2, ça c'est le y, et le x3, ça c'est le z. Donc là, faites attention avec les notations. x2 au carré, donc c'est x indice 2, ce qui représente y. Donc c'est un x d'indice 2 à la puissance carrée. Donc, peut-être c'est mieux de mettre une parenthèse là pour bien voir les puissances. Donc, vous pouvez mettre, quand vous écrivez ça, vous pouvez mettre des parenthèses. Mais là, le 0, 1, 2, 3, c'est des indices, pas des puissances. Donc, en notation plus simplifiée, donc c'est x0 au carré moins xi au carré, bien sûr, le i, je vous rappelle, le i c'est de 1 à 3, le mu c'est de 0 à 3. Donc mu c'est de 0 à 3, i c'est de 1 à 3. Donc ça, il faut toujours le savoir. Donc i c'est pour l'espace 3D, c'est pour l'espace euclidien, donc x, y, z, de 1 à 3. Mu, c'est l'indice donc des espaces 4D, donc mu qui va de 0 à 3, avec x0 qui représente l'axe avec le temps. Bon, donc les vecteurs xi, donc, ou bien les composantes, les trois composantes xi forment un vecteur 3D et les composantes, les quatre composantes x mu, donc ils vont former un quadrivecteur en 4D. Mais il y a une condition pour pouvoir former un quadrivecteur. Ce n'est pas suffisant de trouver quatre composantes et de dire voilà, c'est un vecteur qui a quatre composantes, donc c'est un quadrivecteur. Ce n'est pas suffisant. Pour être un quadrivecteur, c'est-à-dire pour avoir un vecteur qui a quatre composantes, pour pouvoir l'appeler un quadrivecteur, les quatre composantes doivent avoir une transformée de Lorentz, c'est-à-dire qui peuvent être transformées en appliquant la transformation de Lorentz. Donc, s'il y a une de ces composantes, s'il y a une seule composante parmi ces quatre qui n'a pas une transformée de Lorentz, donc cet être mathématique-là ne peut pas être appelé ou bien désigné comme un quadrivecteur. Pour être appelé un quadrivecteur, pour qu'il soit un quadrivecteur,
les 4 composantes doivent avoir des transformés de Lorentz. Donc, je vous rappelle, donc on met la transformation de Lorentz sous la nouvelle notation. Donc, x', en fait, c'est x1', qui est égal à x moins vt. X, c'est x1, t, c'est x0. Donc, ça devient x1 moins v, x0. Bien sûr, toujours, on divise par cette fameuse racine de 1 moins v carré. Et t' qui est égal à t moins vx. Donc, t', c'est x0'. T, c'est x0, donc t', c'est x0', qui est égal à t, donc x0, moins vx, donc x, c'est le x1. Toujours sur racine de 1 moins v carré. Donc, c'est la nouvelle notation de la transformation de Lorentz. Donc, c'est un espace en 4D. On appelle cet espace l'espace de Minkowski. C'est qui Minkowski? Donc, c'est un mathématicien qui n'a rien à voir avec la relativité et la théorie du champ. C'est un mathématicien qui a défini des espaces à plusieurs dimensions, qui les a définis mathématiquement, bien sûr. Il n'était pas un physicien. Donc, il a défini mathématiquement ce fameux Minkowski. Il a défini des espaces mathématiques ayant plusieurs dimensions, pas nécessairement 4, mais il a défini des espaces qui peuvent avoir n dimensions. N peut-être 4, peut-être 10, peut-être 100, 1000, peu importe. Donc, un certain nombre de dimensions qui peuvent être définies mathématiquement par Minkowski. Donc, dans notre cas, donc nous revenons maintenant à la physique, à la réalité. Bon, la réalité, c'est qu'on a 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Donc, nous sommes dans un espace quadridimensionnel à 4 dimensions. Et donc, mathématiquement, on peut appliquer donc la mathématique de Minkowski pour travailler dans cet espace, puisque c'est un espace à 4 dimensions. Bon, bien sûr, je vous rappelle toujours que pour les repères où C est différent de 1, ou bien dans quelques références où C est différent de 1, donc x0 est imaginaire, est égal à ICT. Pourquoi ICT? Donc, je vous ai dit, pour lui donner une dimension de longueur. Donc, c'est une vitesse fois un temps, donc la dimension, c'est une longueur. C'est en mètres ou bien quelle que soit l'unité de longueur. Et I, bien sûr, c'est pour dire que c'est complexe. Une notation complexe, donc c'est imaginaire. Bon, donc un vecteur x, comme ça, noté x avec un vecteur, donc ça sera un vecteur de cet espace de Minkowski. Il a 4 composantes, et bien sûr, si les 4 composantes se transforment par la transformation de Lorentz, donc ils vont former un quadrivecteur. Donc ce x-là sera un quadrivecteur. Bien sûr, quand on a un espace à 4 dimensions et on a des vecteurs, donc il faut bien évidemment avoir des vecteurs unitaires. Donc cet espace-là doit avoir des vecteurs unitaires parce que un vecteur x, c'est quoi un vecteur x? C'est la somme des composantes par leur vecteur unitaire. Donc c'est la somme de 1 jusqu'à 4 de x mu, e mu. Donc c'est x0, e0, plus x1, e1, plus x2, e2, plus x3, e3. Donc ça, vous savez comment faire cette somme. Donc tout ce qui est e avec un 10 mu, donc on va appeler ça le vecteur unitaire. Bien sûr, vecteur unitaire, donc ils ont la dimension d'une longueur qui est égale à 1, ou bien une unité de longueur, quelle que soit votre unité de longueur. Donc, vous avez ces 4 vecteurs unitaires. Bien sûr, ils sont orthonormés
dans un espace à 4D. Bon, bien sûr, ce n'est pas des droites, c'est des courbes. Parce que dans l'espace 4D, ce n'est pas des axes linéaires, ce n'est pas des droites, c'est plutôt des courbes. Donc, l'angle entre ces vecteurs unitaires, bon, ils sont orthonormés. Bien sûr, ce n'est pas le 90 degrés que vous imaginez comme un angle droit. C'est un angle dans l'espace-temps, donc entre des courbes différentes. Donc, on appelle ça des vecteurs orthonormés dans un espace à 4D. Bien sûr, c'est impossible à dessiner en 2 dimensions, comme ça sur l'écran en 2 dimensions. Donc, vous avez de E1 jusqu'à E3, donc les vecteurs correspondant à l'espace, à x, y, z, et E0 qui est le vecteur unitaire qui correspond à l'axe ICT ou bien l'axe du temps. Donc, on a 4 vecteurs unitaires. C'est-à-dire comme dans un espace euclidien, ou bien par analogie à un espace euclidien, EI fois EJ, donc le produit scalaire, bien sûr, de 2 vecteurs unitaires, il est égal ou bien à 0 ou bien à 1, parce qu'ils sont orthonormés. Donc, si I différent de J, le produit est nul, et si I est égal à J, donc ce produit est égal à 1. Donc, comme dans un espace classique. Ce qui nous mène au calcul de produits scalaires de 2 quadrivecteurs. Donc, si on a un quadrivecteur X, un quadrivecteur Y, donc X, c'est la somme de 1 à 4 de X mu, et Y, c'est la somme de Y, des 4 composantes Y, avec un indice mu par E mu. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire d'avoir le même mu des 2 côtés. Donc, j'ai appelé ça mu et mu prime. Mais c'est toujours de 1 à 4, ou bien de 0 à 3, peu importe. De 1 à 4 ou de 0 à 3. Donc, la somme, puisque si mu est différent de mu prime, ou bien I différent de J, le produit est nul. Donc, la résultante finale de ce produit est X mu, Y mu. Là, nous avons l'indice. Donc, c'est X1, Y1, plus X2, Y2, plus X3, Y3, plus X4, Y4. Ou bien, vous pouvez commencer par X0, Y0, ça sera entre 0 et 3. Et d'où on peut donc déduire le carré d'un quadrivecteur. Donc, le carré d'un quadrivecteur, donc ça sera X fois X. Donc, ça sera la somme de X mu fois X mu. Donc là, il y a une petite erreur dans la notation. Ça, il faut l'arranger. Donc, c'est X fois X. C'est la somme de X mu fois X mu. Donc, qui est égale à la somme de X mu carré. Là, il y a un égal. Donc, voilà. Donc, là, c'est un égal. Donc, c'est le produit de X mu fois X mu. Donc, c'est X mu au carré. Donc, cette somme sera égale à X0 au carré plus X1 au carré, ou bien de 1 à 4, ou bien de 0 à 3. Donc là, je vais arranger ça. Donc, on met ça entre 0 et 3. Donc, voilà. Je vais mettre ça. Donc, ça, c'est 0. Bon, donc, voilà, je vais arranger ça dans le PDF que je vais envoyer. Donc, c'est de 0 à 3 ou bien de 1 à 4. Donc, vous savez comment calculer cette somme. Bon, la transformation de Lorentz dans ce cas,
ou bien la conséquence de cette transformation de Lorentz, c'est que le produit scalaire de deux quadrivecteurs, c'est-à-dire x, y, est égal toujours à x', y'. Ça, on va le voir en TD. On va faire le calcul avec le TD, avec tous les détails dans le TD. Donc, x, y, c'est toujours égal à x' fois y'. C'est-à-dire x, y dans le repère R est égal à x' fois y' dans le repère R'. La conséquence, c'est que le produit scalaire de deux quadrivecteurs est une invariante. Ce produit est invariant. Et donc, cela est très important pour nous parce que là, nous avons toujours besoin de quantités invariantes. On ne peut pas, je vous rappelle, on ne peut pas faire la physique sans avoir des quantités invariantes. On ne peut pas établir des lois physiques, des lois réelles de la réalité physique de l'univers sans avoir des quantités invariantes. Si vos quantités ne sont pas invariantes, vous ne pouvez pas les utiliser ou bien comme des lois physiques. Donc, d'où l'importance de cette conséquence de la transformation de Lorentz, c'est qu'elle nous donne un produit scalaire qui est invariant. Donc, vous pouvez toujours utiliser ça dans vos calculs et considérer que le produit scalaire de n'importe quel deux vecteurs, il est invariant par la transformation de Lorentz. Bon, il y a là une petite conséquence aussi de cette invariance, c'est l'invariance d'un volume. Parce que si vous prenez un volume élémentaire de l'espace-temps, bien sûr, un dv', un certain dv', qui est donc le produit des quatre longueurs ou bien des quatre composantes dans l'espace-temps. Donc, c'est des x0' fois des x1' fois des x2' fois des x3'. Bon, si vous mettez ça en fonction du repère R, bon, la composante temps, on la multiplie par gamma parce qu'il y a une dilatation de temps. Donc, c'est des x0 sur racine de 1 moins v carré. Et des x1', puisqu'il y a une contraction, donc c'est 1 sur gamma de x1. Donc, c'est racine de 1 moins v carré de x1 fois des x2 de x3. Donc là, il faut enlever la loi de x. Donc, dans ce cas, vous avez donc le volume qui est, donc vous simplifiez par le racine de 1 moins v carré. Ce qu'il vous reste, c'est des x0 par des x1 par des x2 par des x3. Donc, vous êtes toujours pas avec le volume v' qui est égal à v. Donc, vous simplifiez par ce racine de 1 moins v carré, vous aurez tout simplement v' est égal à v. Donc, c'est une invariance du volume dans l'espace. Bon, on va maintenant passer à la transformation de Lorentz des quadrivecteurs. Donc, comme on avait vu qu'il y a des transformations de Lorentz pour les coordonnées, donc on va appliquer ça avec la nouvelle notation qui correspond au quadrivecteur. Donc, si vous prenez la transformation de Lorentz, bon, la transformation ou la transformation inverse, donc si on prend t, elle est égale à t' plus vx' sur racine de 1 moins v carré. Bon, on remplace t par x0, t' par x0', x' par x1'. Et voilà, pour x, donc x est égal à x' plus vt' sur racine de 1 moins v carré. Donc x, c'est en fait x1, x' c'est x1', et le t, c'est x0, donc t', c'est x0'. Donc on remplace par cette nouvelle notation qui correspond au quadrivecteur. Et bon,
puisqu'il n'y a pas de mouvement suivant Y et Z, donc les composantes Y et Z, ils vont rester les mêmes, inchangés. Donc, c'est Y égale Y', donc c'est X2 qui est égal à X2', et Z qui est égal à Z', donc c'est X3 qui est égal à X3'. Donc, ou bien ce groupe d'équations-là qui est mis en rouge, c'est la transformation de Lorentz, la même transformation, mais qui est mise sous forme, ou bien avec la notation qui correspond à un espace de Minkowski, ou bien à une notation en quadrivecteur. Bon, ça, on peut le transformer en matrice. Donc, on peut considérer une matrice qu'on va appeler la matrice de Lorentz. Cette matrice de Lorentz, elle va nous permettre de passer entre deux repères, de R à R' ou bien de R' vers R. C'est-à-dire, si vous remarquez là, d'après ces équations, X0, qu'elle est égale à combien en X0'? C'est 1 sur racine de 1 moins V carré X0', c'est gamma. Donc, vous mettez gamma. Pour passer de X0 en X1'. Donc, c'est combien? Vous remarquez que c'est V sur racine de 1 moins V carré. Donc, c'est 1 sur gamma. Donc, c'est gamma fois V. Donc, c'est gamma fois V. Il n'y a pas de X2', il n'y a pas de X3', donc c'est 0, 0. Pour passer de X1 à X1', ou bien, pour passer de X1 à la première composante X0', c'est V sur racine, donc c'est gamma V. De X1 à X1', c'est 1 sur racine, c'est gamma. Donc 0, 0. X2 est égal à X2', donc c'est là. C'est cette quantité 1. X3 égale X3', donc il n'y a pas de X0, il n'y a pas de X1, il n'y a pas de X2. X3 égale X'3. Donc c'est une matrice qu'on appelle la matrice de Lorentz qui nous permet de passer donc d'un repère R vers un repère R'. Donc là, si vous remarquez, donc là, si pour passer d'un repère R vers un repère R', donc X0 est égal à gamma X'0 plus gamma V X'1 plus 0 X'2 plus 0 X'3. X1 est égal à gamma V X'0 plus gamma X'1 plus 0 X'2 plus 0 X'2. X2 est égal à 0x0, 0x1 est égal à x2' plus 0x3'. X3 est égal à 0x0' plus 0x1' plus 0 x2' plus 1 x3'. Donc x3 égale à x'. Donc vous aurez cette notation matricielle qui vous permet le passage des coordonnées d'un repère R à un repère, vers un repère R' à travers cette matrice, donc qu'on appelle la matrice de Lorentz. De même, on répète le même calcul pour la transformation inverse. Donc, de passer de R' à R, vous avez donc la transformation qui dit que T' est égal à T moins Vx sur racine de 1 moins V carré et X' égale X moins Vt sur racine de 1 moins V carré. Donc, on remplace T', c'est X0', T, c'est X0, X, c'est X1, X', ça, c'est X1', X, c'est X1, T, c'est X0. Donc, voilà, X2' égale X2, X3' égale X3. Donc, c'est exactement la même méthode pour trouver cette matrice. Donc, on appelle ça aussi la matrice de Lorentz. Là, maintenant, c'est de R' vers R. Donc, X0' est égal à gamma X0, donc 1 sur racine X0, moins gamma V X1.
Donc, c'est moins v sur racine x1. Plus 0x2 plus 0x3. x'1, il est égal à moins gamma v x0, donc c'est moins v sur racine x0, donc c'est moins gamma v, plus x1, x1 sur racine, donc plus gamma x1, plus 0x2 plus 0x3. x'2 est égal à 0x0, 0x1, 1 fois x2 plus 0x3. x3' est égal à 0x0 plus 0x1 plus 0x1 plus 1 fois x3, donc x3' est égal à x3. Donc, ce sont ces mêmes équations, exactement ces mêmes 4 équations de Lorentz qu'on a mis sous forme matricielle, donc pour un peu simplifier les écritures et simplifier les équations. Donc, on met ça sous forme matricielle. Donc, vous allez voir en TV que cela va faciliter beaucoup les choses et surtout le calcul. Bon, je passe maintenant à une autre partie. Je reviens un peu à cet intervalle espace-temps. On va classifier un peu ces intervalles-temps, puisque c'est une quantité qui a un signe moins. Donc, on a 3 possibilités, de l'avoir négative ou positive, ou bien de l'avoir nulle. Bon, ce temps propre, t carré, aussi il est appelé delta S carré ou bien S carré, qui est égal à t carré moins x carré, x0 carré moins x1 carré en notation quadrivectorielle. On appelle ça la ligne d'univers. Donc, la ligne d'univers, c'est simplement une trajectoire dans l'espace-temps. Donc, ce temps propre, cet intervalle S carré ou bien delta S carré, en fait, c'est une trajectoire dans l'espace-temps. C'est une partie de la courbe dans l'espace-temps qui est décrite par l'objet qui est en mouvement. Donc, la trajectoire dans cet espace-temps, qui est bien sûr différente d'une ligne droite, c'est une certaine courbe dans l'espace-temps. Donc, la partie de cette courbe, ou bien si on prend une partie de cette courbe, on appelle ça la ligne d'univers. Donc, ces courbes-là de déplacement, les trajectoires sont appelées les lignes d'univers. Bon, ça correspond au temps propre, t carré. Donc, c'est x0 au carré. Donc, c'est t au carré, c'est x0 au carré. 0 est l'indice, carré est la puissance, moins x carré. Donc, si on prend les 3 x, y, z, donc x1, x2, x3, donc c'est la somme des 3. Donc, c'est moins x1 au carré, moins x2 au carré, moins x3 au carré. Bon, donc ça, là, ce signe moins, ce fameux signe moins, nous donne 3 possibilités. Bon, le premier cas, c'est d'avoir un taux carré négatif. Bon, même si c'est un carré, même si c'est le carré d'un temps qu'on appelle le temps propre, mais dans un espace non euclidien, cette quantité peut être négative. Donc, notre t carré moins x carré est négatif. Dans ce cas, c'est-à-dire la quantité x carré, elle est plus grande que t carré. Donc, c'est comme si on a plus d'espace que de temps. Mais bon, que veut dire qu'on a plus d'espace que de temps? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation possible entre deux événements. Donc, si vous avez deux événements dans l'espace, ou bien dans l'espace-temps, deux événements qui se produisent dans l'espace-temps. Si vous êtes dans un cas où taux carré est négatif, donc il n'y a aucune relation possible, même si vous utilisez un rayon lumineux qui se déplace à une vitesse c, qui est la vitesse la plus grande de l'univers, etc. Pendant le temps t, ou bien delta t, même un rayon lumineux
ne peut pas assurer une connexion ou bien une relation entre ces deux points de l'espace-temps. Donc, c'est des courbes dans l'espace-temps qui peuvent décrire la longueur d'un objet, par exemple, ou bien les dimensions d'objets. Ces points-là, ou bien ces courbes-là, se trouvent en dehors du cône de lumière. Rappelez-vous le cône de lumière. Donc, ce type d'événement, ou bien ce type de courbe dans l'espace-temps, se trouve à l'extérieur du cône de la lumière. Comme par exemple, deux événements qui sont simultanés dans un repère R, disons, c'est-à-dire delta t égale à 0. Bon, si delta t égale 0, donc delta S carré est égal, si ce t égale 0, est égal à moins x2. Donc, c'est une quantité négative. Bon, elles sont simultanées dans un repère, mais elles ne sont plus simultanées dans un autre repère. Donc, ce type de courbe, ou bien ce type d'intervalle, on les appelle les types de genre espace. Donc, ce sont les courbes ou bien les intervalles qu'on appelle des intervalles de genre espace, c'est-à-dire leur temps propre est négatif. Ce sont des courbes qui se trouvent à l'extérieur du cône de lumière. Je passe aux deux autres cas. Bon, notre deuxième cas, c'est de prendre la quantité positive. Donc, le temps propre qui est positif. Donc, t carré est plus grand que x carré. Donc, c'est comme si on a plus de temps que d'espace. Là, on peut établir des relations, bien des connexions entre deux points de ce genre-là. Il y a au moins la lumière qui peut assurer une connexion pendant un point de t. Et si les vitesses sont très faibles, il y a même plusieurs choses qui peuvent assurer la connexion entre deux temps. Donc, ça correspond à des vitesses qui sont plus petites que c. Et ces courbes-là, ou bien ces intervalles-là, se trouvent à l'intérieur du cône de lumière. Elles sont dans le cône de la lumière. Comme par exemple deux événements qui se produisent au même point de l'espace. Donc, deux points, deux événements qui se produisent sur le même point, au même point de l'espace. Donc, delta x, dans ce cas, est nul. Donc, si delta x est nul, donc qu'est-ce qui reste de l'équation? Il reste t carré, qui est une quantité positive. Donc, c'est ce qu'on appelle les courbes de genre temps. Donc, ce sont des courbes de genre temps donc, qui ont des temps propres positifs et qui se trouvent à l'intérieur du cône de lumière. Bon, il y a le troisième cas, bien sûr, qui est le cas de taux carré, pardon, qui est le cas de taux carré qui est nul. Donc, si le taux est carré égale nul, donc t carré moins x carré est égal à 0, donc t carré égale x carré. On a autant de temps que d'espace. Ces courbes-là se trouvent sur le cône de lumière, ou bien ces lignes-là, ces courbes-là, correspondent au déplacement de la lumière. Donc, ce sont les lignes qui forment le cône de lumière. Donc, si les deux points considérés, ou bien les deux événements considérés dans l'espace-temps sont sur le cône, donc ça correspond à un temps propre qui est égal à 0. Donc, ça correspond tout simplement à un déplacement d'un rayon lumineux. Donc, ce sont des courbes qu'on appelle des courbes de genre lumière. De genre lumière parce que c'est sur le cône, c'est le déplacement de rayons lumineux. Donc, nous sommes avec trois types d'intervalles espace-temps. Le type espace, le genre espace à l'extérieur du cône, le genre temps qui est à l'intérieur du cône et le genre lumière qui est sur le cône, ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Bon. Je passe maintenant à une autre application des quadrivecteurs.
Bon, on a vu le quadrivecteur position, donc x0, x1, x2, x3. Donc, ça donne la position d'un point de l'espace-temps. Il nous donne les 4 coordonnées de 0 à 3. Donc, dans ce cas, on a un quadrivecteur position. Mais bien sûr, si l'objet se déplace dans l'espace-temps, donc il décrit une trajectoire, comme en mécanique classique, il décrit une trajectoire si on prend un déplacement élémentaire delta x de cet objet et on fait la tangente sur cette trajectoire. C'est comme si nous calculons sa vitesse. Mais dans ce cas, la vitesse aura 4 dimensions et transformable par la transformation de Lorentz. Donc, ces 4 composantes forment un quadrivecteur. Ce quadrivecteur est la quadrivitesse, ou bien c'est le quadrivecteur vitesse qu'on appelle la quadrivitesse. Donc, pour un intervalle delta x mu, donc un déplacement élémentaire delta x mu, on va considérer donc la tangente. Comme par analogie à la vitesse newtonienne en 3D, donc la définition de la vitesse, c'est simplement delta x sur delta t. Je vous rappelle, les définitions sont invariantes. Et bien, nous sommes maintenant dans un espace de Minkowski en 4D. Ce déplacement élémentaire, on va le diviser par le temps. Mais bon, on va le diviser par une invariante de temps. Or, vous connaissez déjà que delta t n'est pas une invariante. Le temps change d'un repère à l'autre. Donc, le temps n'est pas une invariante, comme chez Newton. Ce n'est pas un temps absolu. Donc, delta t n'est pas une invariante. Donc, on ne peut pas diviser ce delta x mu par delta t. Quelle est l'invariante du temps? C'est simplement le temps propre, delta tau. Donc, au lieu de diviser par delta t, on va maintenant, dans l'espace de Minkowski en relativité, on va diviser par delta tau et pas par delta t. Delta t est variable, donc elle n'est pas une invariante de la transformation de Lorentz. C'est tau qui est l'invariante. Donc, on divise par delta tau. Bien sûr, c'est delta tau carré qui est l'invariante. Donc, c'est delta t carré moins delta x carré, ou bien t carré moins x carré. Donc, notre delta tau, c'est racine de delta carré moins delta xi au carré. Bon, on va appeler la quadrivitesse, on va lui donner la lettre U. Donc, les composantes, les 4 composantes de cette quadrivitesse U mu, donc, ils sont donnés par delta x mu sur delta tau. Donc, c'est delta x0 sur delta tau, delta x1 sur delta tau, delta x2 sur delta tau et delta x3 sur delta tau. Ce sont donc 4 composantes de cette quadrivitesse qu'on va appeler, on va appeler ça le vecteur U. Donc, ou bien U mu, qui est la quadrivitesse. Bon, toujours par analogie à un espace 3D. Donc, en 3D, la vitesse, c'est dx sur dt. Et les composantes sont VI, donc de 1 à 3. C'est dxi sur dt, donc dx1 sur dt, dx2 sur dt, dx3 sur dt, ou bien dx sur dt, dy sur dt, dz sur dt, comme chez Newton. Bon, maintenant, il y a 4 composantes. Ces 4 composantes, ce sont des x mu sur d tau. Là, on prend les quantités vraiment élémentaires. Donc, c'est le dx mu sur d tau. Bon, comment trouver ça? Bon, essayons de trouver une relation entre le vecteur u, qui est la quadrivitesse, et le vecteur v, qui est la vitesse 3D. Bon, essayons de trouver une relation entre ces deux vecteurs. Si vous prenez les composantes VI, qui sont les composantes 3D, donc les VI, ce sont des XI sur d tau, bon, de 1 à 3. Si on multiplie par d tau sur d tau, pour faire introduire
cette quantité de temps, cette invariante de temps. Donc, on aura dxi sur dt par dt sur dt. Or, dxi sur dt, ce sont les composantes ui, c'est-à-dire ce sont les composantes u1, u2, u3, les composantes spatiales de la quadrivitesse. Il nous reste u0. Mais bon, les vi, ce sont ui par dt sur dt. Donc là, les composantes, les trois composantes V, 1, 2, 3, ce sont les U, 1, 2, 3 par dt sur dt. Bon, trouvons ce dt sur dt. Prenons le cas U0, qui est la composante temps, la composante numéro 0. U0, par définition, c'est dx0 sur dt. dx0 sur dt. Or, x0, c'est t. Donc, dt sur dt. Donc, dt sur dτ, elle est égale à u0. Bon, et aussi dτ, c'est la racine de dt carré moins dx carré, donc, comme dans la diapo précédente. Donc, si on met dt en facteur, ou bien le dt carré, on le fait sortir, on aura dt en facteur, racine de 1 moins dx carré sur dt carré. dx carré sur dt carré, c'est v carré. Donc, c'est dt par racine de 1 moins v carré. Donc, si vous prenez dt sur dt, c'est simplement la racine de 1 moins v carré. Donc, ce u0 qui est dt sur dt, voilà, dt sur dt, c'est quoi? C'est 1 sur racine de 1 moins v carré, c'est gamma. Donc, vous trouvez que la composante temps de la quadrivitesse, la composante temps de la quadrivitesse, c'est simplement le taux de variation du temps propre par rapport au temps classique, c'est-à-dire ce U0 vous donne, c'est la quantité qui vous donne le taux de variation du temps. Elle vous indique combien ce temps est en train de varier en passant d'un repère R à un repère R', bien sûr des repères inertiels. Donc, ce U0, c'est le taux de variation du temps. Bien sûr, si V est très très petite, donc des vitesses classiques, ce dt sur dt ou bien dt sur dt devient égal à 1 parce que V carré tend vers 0 si elle est très petite. Donc là, je vous rappelle, V carré, donc c'est comme c'est V carré sur C carré. Donc si la vitesse est très très faible, donc nous retrouvons un cas newtonien. Donc dans ce cas, dt sur dt égale à 1. Dans ce cas, t égale tau, t égale t', il n'y a pas de variation du temps. Mais pour les grandes vitesses, il y a ce rapport dt sur dt qui est la composante 0 de la quadrivitesse. Elle nous indique comment varie le temps en passant d'un repère vers un autre. Bon, on va continuer donc le travail sur cette quadrivitesse. Donc, on a trouvé que VI est égal à UI par dt sur dt. Bon, dt sur dt, c'est simplement la racine de 1 moins b carré. Donc, VI, là, quand on met I, donc nous parlons des trois composantes de l'espace, de 1 à 3. Donc, c'est UI par racine de 1 moins v carré. Donc, les composantes de la quadrivitesse, les trois composantes spatiales de la quadrivitesse sont égales à VI sur racine de 1 moins v carré, donc c'est gamma VI. Donc, on a les trois composantes spatiales, UI est égal à gamma VI, et on a les composantes, ou bien la composante temps, U0, U0 qui est égal à quoi? U0 est égal à gamma. Donc, ce sont les composantes de la quadrivitesse. U0 est égal à gamma et UI est égal à gamma fois VI, les autres trois composantes. Donc, voilà, donc pour chaque point de l'espace, donc on peut définir
un autre quadrivitesse position qui est x mu, et par suite la dérivée par rapport au temps propre qui est l'invariante, nous aurons ce vecteur quadrivitesse U. Et bien sûr, la trajectoire classique qu'on appelle la trajectoire ou bien la courbe ou bien le déplacement devient ce qu'on appelle une courbe de l'espace-temps. Donc, on appelle ça une ligne d'univers. Bon, si vous remarquez par un petit calcul que si vous trouvez le carré de cette quadrivitesse, le carré de cette quadrivitesse, UI carré, ou bien les composantes spatiales de la quadrivitesse, si vous calculez UI carré, donc voilà, c'est VI carré sur 1 moins V carré. Et si vous calculez U0 carré, donc c'est 1, vous enlevez la racine, donc c'est 1 sur 1 moins V carré. Donc, si vous faites U0 carré moins UI carré, donc c'est un peu comme la forme d'un temps propre, c'est-à-dire la composante temps au carré moins la composante espace au carré. Vous aurez 1 sur 1 moins V carré moins VI au carré sur 1 moins V carré. Bon, VI carré, c'est V carré. Donc, c'est la somme de V1 carré plus V2 carré plus V3 carré. C'est V carré. Donc, c'est 1 moins V carré sur 1 moins V carré qui est égal à 1. Donc, vous remarquez que U carré, qui est U0 carré moins U carré, est égal à 1. Donc, ces composantes sont reliées. Il y a une relation entre composante temps et composante espace. Là, ça, c'est UI carré. Donc, là, ça doit être UI carré. Bon. Donc, ce UI carré, c'est une relation entre espace et temps. Donc, les composantes sont reliées, ne sont pas complètement indépendants les composantes. Il y a une relation. Dans le cas d'une quadrivitesse, cette relation, c'est 1. Donc, c'est U0 carré moins UI carré qui est égal à 1. Bon, vous remarquez que cette quantité, elle est positive. Donc, la norme de cette quadrivitesse, bien le module, la norme, c'est 1. C'est une quantité positive, donc c'est de quel genre? C'est du genre temps. Donc, c'est du genre temps. C'est une quantité qui est positive, donc c'est un intervalle ou bien c'est un vecteur du genre temps. Donc, ce quadrivecteur vitesse, il est toujours à l'intérieur du cône de la Lune. Bon, cette quantité, on peut la trouver autrement. On peut la trouver autrement en utilisant la relation suivante du temps propre. Delta tau carré est égal à delta t carré moins delta x carré. Si on divise par delta tau carré, donc 1 est égal à delta t carré sur delta tau carré moins delta x carré sur delta tau carré. Bon, delta t carré sur delta tau carré, c'est U0 carré, parce que c'est delta x0. Donc, c'est U0 carré moins delta x sur delta tau carré. Donc, c'est les composantes spatiales. C'est les UI au carré. Donc, vous retrouvez ces relations qui est égale à 1. Bon, voilà. C'est une quadrivitesse, donc c'est un quadrivecteur. Donc, les 4 composantes ont une transformée de Lorentz. Ils peuvent tous se transformer par les équations de Lorentz. La norme, elle est égale à 1, donc c'est un quadrivecteur du genre temps. Bon, voilà, donc c'est notre quadrivitesse dans l'espace-temps.
Bon, je vais arrêter maintenant. On va continuer la fois prochaine avec la quadri-accélération. Donc, on va aussi trouver aussi la quadri-accélération et voir aussi quelques conséquences.